c'est moi. Alors, pour l'examen de fin d'année d'histoire secondaire 1, c'est bien simple, on va faire ça rapidement et efficacement. Il y a 6 modules. Donc, dans les 6 modules, il y a des questions générales sur les 6 modules. Premier module qui est la préhistoire. Donc, la préhistoire comme ça. Le début de la préhistoire, 3 millions d'années avant Jésus-Christ. Ça se termine 3500 ans avant Jésus-Christ. Ça va être divisé, vous voyez, en deux, la préhistoire ici. La partie nomade, la partie sédentaire. Donc, la partie nomade, c'est lorsque les groupes d'humains, pas besoin d'apprendre ça par cœur, juste de savoir que lorsqu'ils étaient nomades, c'était des chasseurs-cueilleurs. Et lorsqu'ils sont devenus sédentaires, c'est devenu des agriculteurs-éleveurs. La ligne qui sépare la partie sédentaire de la partie nomade, c'est une ligne approximative qu'on dit que c'est vers 10 000 ans avant Jésus-Christ. Si on le met comme ça pour bien le voir, là, 10 000 ans avant Jésus-Christ, c'est la date à retenir. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On arrive ici. Un instant, pas tout à fait à la bonne place. Voilà, c'est ici. Les gens se sont installés pour devenir agriculteurs, éleveurs, comme on disait, et ils se sont installés dans la région qu'on appelle le croissant fertile. Ils devaient s'installer à un endroit où il faisait chaud, un endroit où le terrain était plat le plus possible, et bien sûr, le facteur principal, ils devaient s'installer près de l'eau. Donc, le croissant fertile est ici. Si on regarde, là, vous avez ici là, des villes comme New York, Los Angeles, nous, Québec, on serait là. Ici, vous avez l'Angleterre, la France, Moscou, en Russie, là, pour vous donner des points de repère. Vous avez la mer Méditerranée qui sépare l'Europe de l'Afrique. Et ça commence le croissant fertile vraiment où est-ce qu'il y a l'Égypte, donc le fleuve Nil ici. Et ça fait une espèce de croissant comme ça pour venir englober la Mésopotamie, qui est le fleuve Tigre, et le fleuve Euphrate. Donc, c'est comme ça. C'est l'endroit principal. C'est ce qu'on appelle un peu le berceau des premières civilisations. Là, hein? Le berceau de l'humanité est arrivé plus en Tanzanie, mais le berceau des civilisations, c'est ce qu'on appelle le croissant fertile. Ce que ça nous amène ensuite, bien, ça va nous amener que lorsqu'ils sont agriculteurs et éleveurs, ils ont des nouveaux outils. Okay? Pas besoin non plus de savoir tout ça par cœur, mais de savoir qu'il y a des nouveaux outils, donc bâton à fouir, arère, fossile, la meule en pierre pour moudre le blé qui était l'élément principal. Et par contre, ça nous amène avec l'arrivée des villages, donc l'apparition de nouveaux métiers. Vous voyez, on a encore le croissant fertile qui est ici. C'est toujours cette fameuse région-là qu'on dit que les gens se sont installés sur le bord de l'eau, facteur principal qui est très important. Ce que ça va faire qu'il va y avoir une division dans les tâches selon ce que nous sommes, une femme ou un homme. Donc c'est sûr que la femme, il n'y a rien de sexiste là-dedans, là, mais la femme, malheureusement, à l'époque, elle va s'occuper des enfants, de l'entretien de la maison, et elle va aussi s'occuper de cueillir des petits fruits, tout ce qui est essentiel à la maison. Alors que l'homme, lui, il va s'occuper plus des troupeaux, plus s'occuper des travaux au champ. C'est sûr que la femme va aller donner un coup de main, mais c'est plus une tâche qui est à l'homme. Donc vraiment une séparation des tâches entre l'homme et la femme. Ça nous amène justement au nouveau métier, donc du tissage pour les vêtements, de la poterie avec de l'argile qui va servir à avoir des nouveaux des contenants pour mettre des matières liquides, la vannerie, donc souvent avec des paniers, de ce qu'on appelle des paniers d'osier, donc des contenants aussi, mais plus des éléments solides, des aliments aussi qui vont être plus solides. Le silex, ça se poursuit, la taille du silex, dans le but d'avoir des armes tranchantes. Et on va avoir des charpentiers pour être capable de construire les maisons, justement, de nos villages ici. Ça va? Alors, il faut connaître les nouveaux métiers. Il faut aussi connaître la déesse mère, donc les premières religions. On sait que les gens étaient polythéistes,
Donc, polythéistes, les gens étaient polythéistes. Aujourd'hui, les gens sont monothéistes. Il faut juste écrire mono là, pour sauver du temps. Mais à l'époque, ben, la déesse mère, donc cette statuette-là qui représente une femme, qui est comme en maternité, là, une madame qui attend un enfant. Donc, c'était un symbole de fertilité et de fécondité. Voilà, pour le module 1, déjà, c'est fait. Si on s'en va au module 2, on prend la ligne du temps aussi. Toujours la même ligne du temps qu'il faut connaître par cœur. Cette fois-ci, on tombe dans l'Antiquité, 3500 avant Jésus-Christ. Pourquoi 3500? Naissance de l'Écriture, on va le voir un petit peu plus loin tantôt, c'est l'élément le plus important. Et l'Antiquité dure longtemps, ça va se terminer en 476 après Jésus-Christ. Mais là, pour le module 2, c'est vraiment seulement ce qu'on appelle la Mésopotamie, ici. Donc, qui commence 3500 et qui va se terminer aux alentours des années 539. Vraiment, 3500 étant la date importante à retenir. Ce que ça nous amène, bien, ça nous amène à une hiérarchie sociale. Donc, roi, les numéros qui sont écrits à côté sont les numéros qui s'en viennent ici. Donc, le roi, le clergé, donc le clergé, c'est justement dirigé par les grands prêtres, hein, les grands prêtres qui ont un énorme pouvoir. C'est eux justement qui élaient avec tous les éléments de la marche du monde, là. Le dieu du soleil, la déesse de la pluie, le dieu des morts, comme on a vu tantôt, la déesse mère, donc fécondité, fertilité. Donc c'est le clergé. Ensuite, on avait les fonctionnaires. Parmi ces fonctionnaires-là, bon, ils vont voter, faire des lois, faire les budgets. Les plus importants, on va le voir aussi tantôt avec l'écriture, ce sont les scribes. C'était les spécialistes de l'écriture. Ensuite, on a le peuple, donc les marchands, les artisans, les paysans. Et ensuite, les esclaves. Donc, c'est la hiérarchie sociale qu'il faut connaître. Ça, c'est toujours important. Dans chaque chapitre, il faut connaître notre hiérarchie sociale. On va le voir dans les autres chapitres. On n'avait pas ça à la préhistoire parce que c'était plus comme le mâle dominant. Puis après ça, les premiers villages, on a eu le chef du village qui était souvent le plus ancien, le plus expérimenté. Mais quand on arrive vraiment dans la théorie des peuples, les grandes civilisations, Mésopotamie, comme on est en train de discuter, bien, vraiment, là, on a une hiérarchie sociale plus organisée. Bon, là, ici, on a vraiment là, les gens, on dit qu'ils se sont installés près des fleuves Euphrate et le fleuve Tigre. C'est sûr, c'est toujours le même principe. Hein? Ça veut dire que les gens s'installent sur un bord de l'eau, où il fait beau et où il fait chaud, sur un terrain plat. Fait que ça revient à ce qu'on disait tantôt, notre fameux croissant fertile. Le troc, très important pour l'examen, système d'échange avant l'argent. Éventuellement, ça va être amélioré par l'écriture et on a aussi l'invention de la roue, qui est important ici. Mais allons, mais il n'y a pas vraiment de question sur la roue, mais allons plutôt vers l'écriture. Ça, c'est important. Donc, notre fameux 3500, là, qui était ici tantôt. Donc, on revient là. Date très importante, la date la plus importante. Et là, on dit, bon, ben, il y a le déclenchement de l'écriture. Le commerce, lorsqu'on faisait du troc, c'est le déclenchement de l'écriture. Bon, là, vous avez toute l'explication, là, les boulettes d'argile, comme je dis, c'est les marchands qui m'ont inventé ça pour éviter les fraudes. Et là, bon, on arrive finalement à notre scribe, plaquette d'argile spécialiste de l'écriture. Vous voyez, c'est écrit fonctionnaire responsable de l'écriture. Je vous en parlais tantôt, c'est les spécialistes de l'écriture. Donc, vous avez ceci. Déjà, ça nous amène à notre... Oh, bougez pas, excusez. On a la justice, code d'Hammurabi. Je m'en allais déjà sauter au module 3, mais finissons le module 2 avant. Donc, notre bon vieux roi Hammurabi, qui était le roi babylonien, va inventer le code de loi sur un bloc de basalte qui était écrit. Les lois étaient toutes écrites dessus à l'époque. Donc, c'est le code d'Hammurabi. Ça nous amène là. Alors, perdons pas de temps, allons directement à la ligne du temps de la Grèce. Ça va vite, c'est sûr que ça va rapidement. Là. Si jamais vous voulez que ça prenne
plus de temps pour étudier, ben, vous retournez sur la chaîne YouTube Jocelyn Bourassa et vous allez chercher la Mésopotamie, vous allez chercher la préhistoire et vous allez chercher notre prochain chapitre qui est la Grèce. Mais là, ici, c'est vraiment une révision rapide de fin d'année, donc on n'a pas le temps on ne peut pas faire une capsule d'1 heure, c'est pour ça qu'on essaie d'aller vite. Alors, la Grèce, même chose. Bon, ça commence en 1800 avec la période mycénienne. C'est dans cette période-là qu'il va y avoir toute la grosse légende de la guerre de Troie, le cheval de Troie, le cheval de bois qui a été donné en cadeau par les Mycéniens là, aux Troyens. Là. Vous avez déjà tous entendu parler de ça. Sinon, vous irez voir, c'est très intéressant. La période qui nous intéresse le plus pour l'examen, c'est la période antique ou la période qu'on dit classique. Donc, c'est dans cette période-là. Moins 500. En réalité, là, avec Périclès, là, c'est plus moins 469 à moins 404. Hein, la grandeur de la Grèce, c'est vraiment dans ces dates-là. Mais là, on fait un chiffron. Ici, le moins 323, c'est Alexandre le Grand. C'est ici la mort d'Alexandre le Grand. Mais vraiment, la période très importante là, de Athènes, c'est ici plus. Et là, ben, ça nous amène ici à la vie des Athéniens. Donc ça ici, ce graphique-là, on l'a déjà vu, très, très, très important, divisé en 3 groupes. Il faut connaître nos 3 groupes. Les citoyens, les non-citoyens libres et les non-citoyens non libres, avec les esclaves, entre autres. Alors, pas besoin d'apprendre les pourcentages. Par contre, il faut savoir les critères de citoyenneté, donc être un homme de 20 ans, avoir fait son service militaire de 2 ans, de 18 à 20 ans, né de parents athéniens et être libre. Ensuite, il faut savoir ici qu'est-ce qu'un métèque. On sait qu'un métèque, c'est un immigrant. Affranchi, c'est un esclave qui est libéré. Les femmes de citoyens, les enfants de citoyens de moins de 18 ans, bien sûr. Ça, c'est super, super important. Ce qui fait que ça nous amène ici la vie des Athéniens. Okay? Ce n'est pas d'apprendre ça par cœur, mais c'est de savoir qu'est-ce que l'agora. C'était un marché public où les gens allaient. La politique avec l'Ecclésia sur la colline de la Pnyx, il faut savoir ça. Donc, vous pourrez vérifier là, dans vos notes là, où nous avons parlé de l'Ecclésia, aussi la colline de la Pnyx. C'était des gens qui étaient très intéressés par l'éducation physique, qui appelaient dans le temps la culture physique. Ça faisait partie de leur culture pour les Jeux olympiques, pour tout ce qui était le service militaire. Et c'était des gens aussi qui allaient au théâtre. Oui, pour se divertir, mais aussi pour se cultiver. C'était des gens qui cultivaient non seulement leur corps, mais aussi leur esprit. Donc, très important. Et du côté de la femme, ben, la femme, elle, c'est elle qui s'occupe du budget, c'est elle qui dirige le travail des esclaves à la maison. Et ce qu'elle a d'important pour elle, c'est le gynécée, donc une pièce réservée seulement à elle. Donc ça, c'est important aussi, le gynécée. C'est un peu, comme je dis, c'est un examen récapitulatif, donc je vous dis l'essentiel des choses. Maintenant, on s'en va à Rome. Donc Rome, ici, qui a commencé, période de colonisation, toute la légende de Énée qui s'est enfuie de Troie à l'époque. La monarchie, encore là, avec toute la légende de la Louve de Rome, avec Rémus et Romulus, qui nous fait que 753 avant Jésus-Christ, la fondation légendaire de Rome. Mais encore une fois, pour l'examen, on vient s'intéresser, parce que ceux ici, vous aviez Jules César, la guerre des Gaules, Octave et Cléopâtre en Égypte, Marc-Antoine, l'histoire Marc-Antoine et Cléopâtre, et là, Octave qui vient mettre un terme à ça, pour devenir le premier empereur en moins 27. Donc, c'est l'Empire, c'est sur quoi on s'intéresse. De moins 27 à 476, on traverse le Jésus-Christ, le 0 ici. Donc, c'est important. Et là, ça nous amène avec certaines constructions de la romanisation, donc la grandeur de Rome. Donc, les voies romaines, qu'on appelait la Via Appia. Ensuite, nous avons un insula, ou des insulés lorsque c'est au pluriel. Donc, un insula, c'est l'ancêtre des blocs appartements. Dans le fond, c'est là qu'on mettait les gens de la plèbe, donc les gens du peuple. Donc, on les abritait, on leur faisait des maisons parce qu'on a vu que
Rome, dans le fond, l'Empire, c'était du pain et des jeux. C'est-à-dire, on les nourrit, on les amuse, mais non seulement il faut les amuser, mais il faut les loger aussi, donc des insulas. Les aqueducs romains, donc pour amener l'eau potable vers les villes, il faut savoir ça. Ensuite, on a les latrines. Donc, il faut les nourrir, il faut les amuser, il faut les loger, mais en plus, il faut leur construire des installations sanitaires. Donc, ici, les latrines. Ensuite, nous avons les thermes. Donc, thermes d'autrefois. Aujourd'hui, c'est plus pour le luxe. C'est un concept qu'on a refait. Donc, les thermes, c'est des bains finalement. C'est des espèces de grandes piscines publiques où les gens allaient un petit peu avoir de l'hygiène. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je crois que ça se termine comme ça. Non, on a le cirque, donc, comme je disais, pour les amuser. Ensuite, le théâtre. Les Romains aussi, c'est important. Bon, le Panthéon, ça c'est moins important. La Villa romaine, je veux m'en aller, vous voyez, ici au Colisée. Donc, le Colisée de Rome. Vous allez avoir des images à l'occasion. Il faut... Oh, quelqu'un nous appelle? Messieurs Danny Bergeron et Étienne Lebrun sont demandés à la bibliothèque pour la réunion d'Alsace. Danny Bergeron et Étienne Lebrun sont demandés à la bibliothèque. Merci. C'est moins le fun, hein? Ça casse mon party, ça casse ma capsule, c'est moins intéressant. Donc, vous avez ici le Colisée de Rome, très important. Ça nous amène après ça au module 5. Bougez pas, ça s'en vient. Donc, la ligne du temps Moyen-Âge. Il y a beaucoup de choses là. Mais ce qu'on veut savoir, dans le fond, c'est que c'est 476, chute de l'Empire romain, début du Moyen-Âge. D'ailleurs, c'est la christianisation. Donc, même si Jésus-Christ est là et qu'on a eu le développement de la religion catholique, c'est vraiment vers la fin, donc ici, vers 300, en 392 après Jésus-Christ, bien sûr, c'est là que la religion catholique va être établie comme religion officielle. Ce qui fait que, oui, ça prend naissance dans l'Antiquité chez les Romains, la religion catholique, mais c'est au Moyen-Âge que ça se développe. Et là, ben, rappelez-vous ce qu'on a déjà dit, c'est qu'au Moyen-Âge, c'est simple, on a 3 groupes, on a donc les nobles, les nobles, on a les gens du clergé et on a le peuple. Et ces trois-là, ces 3 groupes-là, donc les nobles, le clergé et le peuple, sont reliés ensemble. Le clergé prie pour que les nobles puissent combattre et il prie pour que le peuple, surtout les paysans, aient des belles récoltes. De leur côté, les nobles, eux, disent au clergé, on vous défend pour que vous puissiez propager la religion catholique. Et les nobles, ils disaient, on vous défend, on vous protège, pour que vous puissiez aussi vivre une vie en paix pour cultiver et faire de l'artisanat. Et le peuple, eux, dans le fond, qu'est-ce qu'ils faisaient là-dedans? Ben, ils se trouvaient à dire, ils sont fins, ils nous protègent, et ils sont fins, ils prient pour nous. Fait que dans le fond, le peuple devait donner de l'impôt, hein, et le peuple devait donner aussi des impôts ici qu'on appelait la dîme. Donc, les 3 sont reliés par différents aspects ensemble. Ça, c'est important de savoir. Alors, la hiérarchie du Moyen-Âge, ce n'est pas la hiérarchie sociale, mais bien, pour les examens, la hiérarchie du clergé, puisqu'on parle de christianisation de l'Occident. Donc, ce que ça nous donne, ne bougez pas, ça ne sera pas long, je dois faire une petite manœuvre. Donc, on ouvre ça ici comme ça. On ouvre ça ici comme ça. OK, on va l'avoir comme ça. Voilà. Donc, la hiérarchie du Moyen-Âge, c'est le pape, le chef suprême de l'Église, les cardinaux au nombre de 12 qui choisissent et qui vont élire le pape, les évêques qui s'occupent d'un grand secteur en particulier, les prêtres qui s'occupent de paroisses ou de villes pour les cérémonies religieuses, et ensuite, on a une séparation, on a donc les abbés, donc un abbé qui est le chef d'un monastère, le chef, si on veut, c'est le responsable, et les moines qui sont plus les gens qui s'occupaient de l'éducation ainsi que des malades. Ça, il faut savoir ça, absolument. Ça nous amène donc au dernier chapitre, le chapitre 6, qui est la bourgeoisie commerciale. Donc, bourgeoisie commerciale, c'est les gens qui se sont installés. C'est le début de l'urbanisation, dans le fond. Ils ont quitté les campagnes pour venir s'installer à la ville. Ça a provoqué des problèmes, donc les villes qui étaient parfois dans un état lamentable.
Des épidémies comme la peste noire, très 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 important, de 1347 à 1354, ça va tuer 25 millions de personnes en Europe. Donc beaucoup d'épidémies, beaucoup de maladies en raison justement d'un manque d'hygiène. Et aussi on avait les maisons en bois et en torchis, qui est un genre de stucco papier mâché de l'époque, qui prenait feu rapidement. Et lorsque les maisons étaient toutes collées les unes sur les autres, ça brûlait dans le temps de le dire. Ensuite, ça nous amène donc l'essor commercial. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Genre de dictée trouvée ici. Les marchands, les foires commerciales, vous lirez ça, c'est super important. Bon, eux autres, ils augmentent leur influence, on va se regrouper en corporation, on va obtenir des droits, ce qui fait en sorte que la charte va être le document officiel de la ville. Faites attention aussi, on a le mot capital ici, c'est un capital, des capitaux, c'est de l'argent. Capital avec un E, c'est la ville administrative d'un pays, mais capital L, c'est avec un L dans le fond, c'est de l'argent, un capital, des capitaux. Et là, ben, tout ça, cette bourgeoisie commerciale-là, fait beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges d'argent. Donc, la lettre de change qui est l'ancêtre du chèque, le billet à ordre aussi. On a ici, lettre de change, billet à ordre. Ça va arriver, dans le fond, pour empêcher les gens de se déplacer de foire en foire. Donc, la foire qui était une fête annuelle, une rencontre annuelle des marchands qui se déplaçaient. Donc, pour éviter de se faire voler, on y allait avec des billets à ordre qu'on changeait. Donc, c'est vraiment l'ancêtre du chèque. Donc, société commerciale, au début, va arriver et avec le temps, ben, ça va devenir une banque. Donc, les banquiers, une banque, c'est ce qui va arriver par la suite. Fait que vous avez ça à retenir. Donc, voilà ce qui complète pour l'examen, la révision de l'examen d'histoire. Merci d'avoir été là.